merci d'être présent pour cette deuxième édition de Vatel, Futurum Vatel. Donc, comme vous l'avez entendu peut-être précédemment, on a assisté à une conférence de Isabelle Rouen autour des métiers qui révolutionneront le monde de l'hôtellerie et du tourisme. Et à présent, je vais être en compagnie de Sarah Edgar, qui est DRH à l'Intercontinental de Bordeaux, mais également Vanessa Muller, qui est responsable des carrières et gestion du personnel au Ritz Paris. Donc malheureusement, elle n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais elle est quand même là en visio et c'est un plaisir. Donc mesdames, qu'en avez-vous tiré de cette conférence ? Alors, beaucoup de choses. Comme je disais tout à l'heure, ce que je retiens avant tout, c'est l'optimisme. On n'est plus dans des scénarios catastrophiques parce que l'intelligence artificielle est là et donc dans une conception de destruction des emplois. Bien au contraire, on est plutôt dans de la construction ensemble, enfin avec les nouvelles technologies et finalement nous assister dans notre quotidien pour rendre notre travail plus efficace, appuyer toutes nos politiques de bien-être au travail et justement on parlait de l'automatisation de certaines tâches qui rendent la vie un petit peu difficile à certains des salariés au sein de nos entreprises et notamment dans l'hôtellerie. Et on imagine plutôt des métiers qui leur permettra d'avoir une expérience plus sensorielle, si je puis dire, et moins automatisée comme un robot. Voilà. J'ai plutôt un avis positif sur cette conférence et optimiste. Voilà. Merci pour ça. Vanessa, et vous ? Alors, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Maintenant, je pense que ce sont des métiers qui sont encore très, très loin de ce que nous, on va pouvoir mettre en place quand même. L'hôtellerie reste un métier avant tout très humain. Alors après, ça dépend des catégories d'hôtels. Je pense qu'il y a plein de choses expérimentales sur certains segments hôteliers où effectivement la robotisation, l'automatisation des choses vont pouvoir se mettre en place. Après, si je m'oriente sur mon segment sur lequel j'opère, on va dire que ça va venir, mais sur des canaux différents. Voilà, puisque les clients viennent d'abord pour une expérience et l'expérience va vraiment passer par l'humain. Maintenant, c'est vrai que c'est très intéressant. Le digital prend de plus en plus de place dans nos métiers. Donc, je serais curieuse de voir effectivement d'ici une dizaine d'années quelles sont les choses qui vont même révolutionner l'univers du luxe. Mais ça me semble encore, sur certains points, encore très, très visionnaire. D'accord. Mais si on essaie de partir du positionnement de Isabelle Rouen, c'est-à-dire on essaie de se projeter d'ici 30 ans, quels seraient les métiers, selon vous, qui pourraient vraiment améliorer le quotidien du monde de l'hôtellerie ? Je sais qu'on en avait discuté rapidement au téléphone, Vanessa. Vous m'avez cité quelques métiers qui vous paraissaient clés, pas forcément en lien avec le digital, mais toutefois qui peuvent améliorer améliorer l'hospitality management. Si je ne me trompe pas, vous parliez de formateurs terrain. Oui, les formateurs terrain, c'est plus par rapport à les problématiques qu'on a aujourd'hui face à un secteur d'activité qui est en souffrance. 250 000 personnes perdues sur le marché en un an avec le Covid. C'était déjà un secteur qui était en difficulté, mais là, on souffre beaucoup. Du coup, ça devient vraiment structurel au métier, que l'on soit dans le segment du luxe ou pas dans le segment du luxe. Les métiers opérationnels sont en jeu aujourd'hui. Donc, on va avoir besoin, nous, entreprises, recruteurs, se remettre en question sur les profils attendus, surtout au niveau opérationnel. Et c'est là qu'il y a une vraie réflexion à avoir en se disant, si on n'arrive pas à trouver des gens qui ont ces compétences-là, alors on va devoir miser sur de l'attitude et du potentiel, et donc peut-être nous les former en interne et prendre des vrais spécialistes formateurs terrain. Voilà. Donc ça, c'est des métiers qui peuvent effectivement avoir lieu dès à présent.
C'est la première chose. Et moi, ce que je vois et qui est très marquant et qui rejoint ce que disait notre conférencière tout à l'heure, c'est les métiers qui sont liés effectivement au digital. Le digital prend énormément de place avec les réseaux sociaux et moi, je me vois amenée à recruter des profils que je n'avais pas l'habitude de voir sur tout ce qui est community management, graphisme, chef de projet e-commerce, parce qu'aujourd'hui, ce sont des métiers qui prennent de la place parce que ce sont des nouveaux moyens de communication où on est tous très connectés et c'est pas forcément des métiers qui à l'origine sont propres au métier de l'hôtellerie et pour autant l'hôtellerie se révolutionne avec. Donc ça, ce sont des nouveaux métiers aussi que moi je vois approcher qui ne l'étaient pas auparavant. Sarah, pardon. Je rebondis, oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Vanessa, formateur de terrain. C'est au-delà des métiers, c'est aussi des compétences que l'on recherche aujourd'hui, qu'on ne cherchait pas avant. Donc vous avez des métiers qui vont toujours exister malgré tout, parce que Vanessa l'a très bien dit, c'est hyper important chez nous, le contact humain, enfin, c'est vraiment une valeur essentielle. Donc le luxe, dans sa globalité, cherche toujours comment dire, à atteindre les clients, à leur faire vivre des expériences donc de plus en plus sensorielles. Et l'expérience unique, forcément, passe par la relation humaine. Donc tous nos métiers vont, je pense, exister, mais effectivement se développer. On va rechercher des compétences d'analyse effectivement de données, à avoir des personnes qui ont cette capacité, cette agilité à travailler dans l'hôtellerie, qui ont la possibilité aussi de manier le digital, de pouvoir évoluer dans un environnement qui évolue très rapidement. Vous connaissez tous Netflix, hein. Si on n'est pas capable d'évoluer comme Netflix le fait aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un peu à la traîne, même pour le recrutement, parce qu'on ne sait pas forcément si on a les mêmes valeurs que les personnes qui sont en face, si on parle le même langage, etc. Donc oui, les métiers de formateur, les métiers autour du data, les métiers autour des réseaux. À l'époque, je n'avais pas forcément besoin, moi, dans mon équipe, d'une personne qui s'occupe des réseaux, des communautés. Aujourd'hui, en RH, j'ai ce besoin-là, ce qui est assez nouveau. Donc, je rejoins totalement Vanessa pour ces différents types de métiers. On n'a plus les mêmes populations, on a des compétences qui sont complètement nouvelles aujourd'hui. Donc, si je synthétise bien, mesdames, donc on a ces métiers clés, donc formateur terrain, on a aussi tout ce qui est la data analyst, donc on parle aussi de revenu manager, pourquoi pas, mais aussi de social seller, comme disait si bien Isabelle tout à l'heure, le fait de promouvoir davantage vos établissements et être en plus en lien avec les clients grâce à la communication et le marketing. Très bien. Mais donc, on a vu précédemment que les solutions et les clés pour essayer de s'adapter au monde qui change, c'était l'agilité, faire preuve de diversité, de curiosité aussi. Est-ce que dans le monde de l'hospitality management, c'est quelque chose qui est déjà en place? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer, des compétences que vous recherchez Totalement. On a vraiment cette volonté de toujours être en adéquation avec les personnes qui vont travailler pour nous, en tout cas nous, enfin, si je peux parler pour notre groupe, et donc de les comprendre, et donc de parler exactement le même langage. Et tout comme les bureaux des tendances que vous avez dans la mode, dans le luxe, et bien dans l'hôtellerie, on a aussi cette analyse des tendances. Et on voit émerger de nouvelles valeurs, des valeurs identitaires qui sont différentes d'il y a 10 ans. Donc c'est important pour nous de comprendre les personnes qui sont en face de nous. Donc on est dans cette recherche-là, dans cette curiosité, cette modernisation aussi des pratiques. Aujourd'hui, au sein de l'hôtel, je ne sais pas si Vanessa, c'est le même cas pour vous, mais j'ai plusieurs générations, donc avec forcément des problématiques intergénérationnelles liées notamment à l'utilisation des outils. Donc certains préfèrent le papier, quelque chose d'assez simple, hein, mais c'est très
symbolique chez nous. Certains préfèrent le papier et d'autres utilisent DocuSign. Voilà, il n'y a plus la nécessité d'utiliser le papier. Voilà, c'est très important d'être curieux et puis d'être en éducation avec notre temps, avec la modernité. Voilà, de pouvoir être hyper agile parce que ça change très très vite. Contrairement, il y a quelques années déjà, quand j'avais commencé assistante RH, on n'avait pas autant de changements aussi rapidement en fait. Aujourd'hui, comme le disait notre conférencière, eh bien, votre compétence, au bout d'un an, il va falloir la renouveler ou passer à une nouvelle compétence. Il y a 10 ans, ce n'était pas nécessaire. Et ça, c'est à l'échelle de tous les métiers de l'hôtellerie ou spécifiquement tous les métiers, je dirais non. En management, oui, beaucoup. Pas tous les métiers opérationnels, mais beaucoup en management. On a affaire à différents types de populations, des générations différentes, des valeurs différentes, dans une même équipe. Et parfois, ils peuvent être perdus à savoir comment gérer cette même équipe et adapter mon management à ces différents types de personnalités. Je rejoins ce que vous dites, effectivement, l'agilité, le maître mot qui va beaucoup avec l'hôtellerie-restauration, c'est l'adaptabilité. L'adaptabilité qui fait qu'effectivement, on a des équipes qui sont intergénérationnelles, mais c'est un monde qui va vite, les générations vont vite aujourd'hui, donc effectivement, il faut savoir s'adapter. Et ce qui rentre aussi beaucoup en cause, et vous aviez raison, c'est la dématérialisation. Le côté papier, même sur des outils RH, on commence à basculer sur des outils digitaux. Donc oui, effectivement, il faut une certaine agilité au quotidien, bien évidemment. Très bien. Alors, on parlait d'optimisme aussi tout à l'heure. Alors, optimisme de manière générale dans le monde de l'hospitality management, mais aussi dans la vie de tous les jours. Moi, je pars du principe qu'on est à la fois optimiste dans la vie de tous les jours et on est le leader de notre vie, mais aussi de nos entreprises, en tout cas les entreprises dans lesquelles on travaille. Aujourd'hui, on a cette question qui est clé, les métiers. Comment, en fonction des 3 acteurs qui sont en jeu dans ce monde de l'hospitality management, c'est-à-dire à la fois l'employeur, le monde de l'hôtellerie, la restauration, les étudiants qui cherchent à acquérir ces compétences pour postuler dans des établissements qu'ils souhaiteraient, mais aussi l'école, comment les écoles en général font pour former les étudiants et sur quelles compétences pour s'adapter, parce que vous dites, voilà, le monde est en train de changer à une vitesse folle. Comment on s'adapte et comment on arrive à faire que les 3 acteurs puissent être en corrélation et en communication pour avoir des métiers qui répondent à vos besoins? C'est une très bonne question. Alors, l'hôtellerie-restauration de base, ça sera toujours d'avoir un couvert et un lit pour dormir. Donc déjà, on va rester sur des métiers opérationnels qui ne peuvent pas s'effacer. Donc ça, on a besoin des métiers opérationnels. Pour moi, je pars du principe que quand on veut faire purement de la restauration ou purement de l'hébergement en réception ou en service des étages. Je trouve que les formations les plus professionnalisantes sont souvent des CFA aussi, beaucoup. Les stages aussi sont très bien parce que plus ils sont longs, plus on peut acquérir de l'expérience. Mais il est vrai qu'il faut aussi s'adapter, comme vous le dites, à ces nouvelles technologies. Maintenant, ça ne s'adresse pas à tout le monde. C'est très niche. Il n'y a pas beaucoup de postes. Si on part sur les outils de communication, etc., moi, je ne recrute pas non plus tous les jours des personnes sur ces postes-là. Ceci étant, on va en avoir besoin. Donc, il est important que oui, les études proposées par les établissements s'adaptent à ces nouveaux métiers à partir du moment où il y aura un véritable besoin. Ça, c'est sûr. Alors oui, effectivement, très bonne question. Il
il y a souvent des décalages entre les écoles et quand nos jeunes, si je peux me permettre de dire ça, arrivent à l'hôtel avec plein d'espoir, des envies, des ambitions, envie de construire des projets, envie d'être un leader de demain, avoir des vrais mentors, et que parfois ils arrivent, c'est le terrain, c'est difficile, des problèmes, une organisation qui n'est pas toujours comment dire, optimisée, et puis la crise a accéléré ce décalage en fait entre l'école, ce qu'on apprend et notre réalité du terrain. Donc, comment c'est aller au contact des gens avec qui vous travaillez? C'est partager leur expérience, c'est partager le terrain, vivre des choses compliquées aussi sur le terrain avant d'être un bon leader, parce que Vanessa l'a très bien dit, avant tout, on est des opérationnels. Donc, digital ou pas digital, intelligence artificielle ou pas, on sera toujours des opérationnels avant tout. Ce sont des métiers de passion. C'est vieux comme le monde, mais c'est très vrai. On l'a dans la peau, on adore ça. Et même quand on travaille au commercial, même quand on travaille en communication, même quand on travaille en RH, eh bien, on a besoin de sentir le terrain, d'y aller, de voir les équipes. Notre directeur, Thomas Bourdois, est toujours sur le terrain, il connaît toutes les équipes. Donc, avant tout, ce sont des métiers de terrain et ça ne changera pas. Maintenant, c'est comme ça que l'on arrivera à trouver de meilleures solutions pour rendre comment dire, le quotidien bien plus que positif. Voilà. Moi, je rajouterais même que le côté, comme vous parliez de manager, de leader, pour moi, je leur dis souvent aux étudiants que ce ne sont pas des métiers. Être manager n'est pas un métier, c'est avoir une compétence. Le management, ça passe forcément au départ par aller sur le terrain. Oui, se prendre des coups, que ce soit difficile. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit. Et puis, il y a sa personnalité, son contact avec les autres qui fait qu'on va grandir. Et je rebondirai sur ce que vous disiez, effectivement, c'est un métier de plaisir, de passion. Mais avant toute chose, je dirais qu'il faut se faire plaisir soi pour pouvoir faire plaisir aux clients par la suite. Parce que c'est effectivement une pénibilité opérationnelle. Alors, on revient souvent à l'opérationnel, mais ça commence par là, encore une fois, et on insiste dessus. Mais il est clair que si on veut devenir manager d'un point de restauration, dans l'hébergement, il faudra passer par les premiers métiers pour comprendre ce que c'est, pour gagner en légitimité et en crédibilité sur du vécu opérationnel. C'est inévitable. Après, la manière dont on a appris les cours, etc., la théorie va vous permettre d'aller peut-être plus vite, effectivement, en fonction du degré de diplôme. Mais de toute façon, à un moment donné, il y a une légitimité à acquérir au niveau de certains postes. Ça, c'est sûr. Alors moi, je vous rejoins totalement, mesdames, parce que moi, dans mon secteur, je suis entrepreneur. Je n'ai pas eu l'occasion de me présenter, désolée. Je suis Victoria Trochou, je suis entrepreneur. J'ai 2 sociétés, une conciergerie privée basée sur le bassin d'Arcachon, mais j'ai aussi une autre société de conseil pour les acteurs du tourisme locatif. Et c'est vrai qu'on oublie souvent cet aspect qui est important, et je tiens aussi à le rappeler à tous les gens qui nous suivent, c'est que, comme vous l'avez si bien dit, mesdames, c'est que quand on commence, on est obligé de faire des choses, prendre des actions. On commence pas toujours en haut, on commence en bas, et même si on a la chance d'être bien placé, on va faire des erreurs. Et c'est ces erreurs qui vont nous permettre de mieux apprendre et de mieux implémenter des meilleures solutions par la suite. Et en effet, l'optimisme va être un point clé, la passion. Si on n'est pas passionné, comme vous le disiez si bien, Vanessa et Sarah, on ne peut pas le retranscrire aux clients. Et je pense que ça se voit aujourd'hui, on est passionné par ce qu'on fait, on est passionné aussi par le fait de vous transmettre quelque chose. Et c'est ça qui fait la différence, que ce soit dans notre métier, dans l'hospitality management ou dans tout autre secteur dans lequel vous serez. Moi, j'aimerais aussi appuyer un autre point. C'est vrai que je m'étais entretenue avec une personne de Novotel Paris, et cette personne me disait que voilà, on requiert de plus en plus à ce que les employés aient plus de polyvalence. Comme vous l'aurez compris, on est
la nouvelle génération cherche à faire, à faire du marketing, à être sur les réseaux sociaux, mais aussi à être en contact avec les clients. C'est vrai, comme vous l'avez dit, Sarah, c'est que le monde de l'hospitality management avance sur certaines règles. Comment aujourd'hui on peut faire en sorte que ces jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi soient à la fois satisfaits de pouvoir faire un métier de passion, mais aussi toucher à d'autres centres d'intérêt dans le monde, dans l'hôtellerie ou restauration. Je ne sais pas si Vanessa voulait... Effectivement, la polyvalence prend de plus en plus sa place parce qu'on manque de main-d'œuvre, forcément. Hein, les effectifs n'étant pas là, on va demander aux personnes qui sont en place d'en faire un peu plus, mais c'est jusqu'où qu'on porte la limite. C'est ça aussi, et dans quel environnement on évolue. Plus on est dans l'univers du luxe, plus c'est structuré, c'est stratifié en termes de hiérarchie. Chaque place est à son poste et donc de manière à ce qu'il y ait une vraie expertise et ce qu'on appelle de l'expérience client et de l'excellence de service attendue. Sur des structures plus petites, effectivement, il va y avoir plus de polyvalence. Voilà, il nous arrive dans certains hôtels d'avoir des réceptionnistes qu'on va pouvoir retrouver au petit déjeuner, etc., etc. Ce qui est important, c'est d'avoir la volonté et cette ouverture d'esprit, d'avoir un bon esprit d'équipe et encore une fois d'adaptabilité, parce qu'aujourd'hui, oui, on va devoir sortir un petit peu de son scope intrinsèque de métier, mais ce qui peut être bien parce que ça vous fait aussi monter en compétences. Voilà. Mais ça dépend des organisations de chaque maison. Hein. Ça, par contre, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment propre à chaque maison. Maintenant, post-Covid, on découvre aussi comme je disais, j'avais échangé avec vous, Victoria, sur des touch points de compétences qu'on a dû rajouter. Par exemple, sur toutes les gestes barrières, le nettoyage sanitaire pour les équipiers dans les lieux publics. Mine de rien, ça se demande des missions beaucoup plus supplémentaires que ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Voilà, scanner des QR codes, etc., qui prennent du temps, qui rajoutent des missions. Donc, voilà, l'adaptabilité environnementale, structurelle, d'équipe font que oui, il faut être assez flexible dans ces métiers-là aujourd'hui. Oui, totalement, totalement. Et puis, l'agilité, c'est un petit peu la polyvalence. C'est un joli mot pour la polyvalence, j'ai envie de dire. C'est un joli mot pour la polyvalence. En fait, ça dépend aussi de la personnalité. Aujourd'hui, on a, comment dire, des personnes qui sont en demande de découvrir aussi d'autres métiers, d'autres secteurs, qui ont cette curiosité, justement. Au contact aussi de leurs collègues, de pouvoir faire autre chose. Donc, on offre aussi cette possibilité-là en découvrant des services différents, en découvrant la possibilité de faire autre chose au sein de notre propre établissement. Et on a la chance dans le monde de l'hôtellerie, c'est que on peut avoir une carrière en étant passionné, en ne passant pas par les canaux traditionnels de l'école ou de la faculté, etc. Donc ça aussi, ça offre d'autres possibilités. Et puis, oui, ça favorise comment dire, la transversalité, si je puis dire, de compétences. Parce qu'en face de ça, on a des soucis de recrutement, donc on essaye de trouver des solutions qui parfois sont innovantes dans notre secteur parce qu'on n'a pas l'habitude, qui se font très bien dans d'autres secteurs, la transversalité. Et aussi, la réduction de notre activité nous a permis de faire ça. Par exemple, là, j'ai un taux d'occupation à 20-30%. Eh bien, j'ai des réceptionnistes qui font un peu de conciergerie et vice-versa pour pouvoir laisser certains de nos salariés prendre des vacances. Parce que quand on était en haute saison, c'était compliqué de prendre des vacances et de se reposer. Voilà, c'est ça l'agilité en fait, c'est trouver des solutions sur un espace-temps qui est assez particulier, hein, cette crise est assez particulière, et qui favorise les envies des uns et des autres en adéquation avec les désirs de l'entreprise. Donc, parce que, à vrai dire, développer une personne... je ne sais pas, on avait une personne qui était plongeur à Yolande, chez nous.
Là, il est passé commis pâtissier depuis quelques mois, il s'y plaît et ça se passe très très bien. Et en pâtisserie, ils sont ravis de pouvoir le former. Voilà, ça c'est une clé aussi pour enrayer ces problématiques de recrutement. La promotion interne, oui, effectivement, c'est très intéressant de pouvoir donner la chance à nos collaborateurs d'évoluer, de pouvoir les former. J'ai eu le même cas que vous, sauf qu'il est passé du stewarding à commis de salle. Voilà. Donc, pour moi, c'est les plus belles réussites de nos métiers, c'est de pouvoir faire grandir des personnes, voilà, ou un équipier des Luc Bibi qui passe valet. Voilà, c'est pas du tout les mêmes métiers, mais voilà, c'est ce qui fait la beauté de notre secteur, en tout cas. Alors, mesdames, je vais parler d'un sujet peut-être qui froisse un peu le monde des ressources humaines. En effet, vous l'avez presque touché du doigt, Sarah, c'est voilà, la difficulté de recrutement dans le monde de l'hospitality management. Voilà, on est les nouvelles personnes sur le monde, sur le marché de l'emploi, pardon, cherchent à avoir un peu plus de temps libre, partir en week-end. Vous savez bien, on part sur le bassin le temps d'un week-end entre copines ou entre amoureux, c'est super, mais quand on doit travailler le samedi et dimanche, comment on fait? Je sais que c'est une problématique très récurrente pour les ressources humaines. Est-ce qu'il y a un moyen pour qu'on puisse pallier cette difficulté que vous avez au quotidien? Est-ce que les écoles ne peuvent pas travailler main dans la main avec vous pour essayer de vous trouver voilà, des équipes, en tout cas, qui puissent tourner de temps en temps avec vos propres équipes en interne? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable ou Alors là, c'est vraiment une question profonde, hein, parce que là, on touche vraiment le côté structurel du métier, c'est-à-dire que l'hôtellerie, enfin la restauration, c'est le midi, c'est le soir, à moins de stopper au niveau national, mondial, de se dire que le service du restaurant, ce ne sera plus que le soir ou que le midi, je vois pas comment on va pouvoir changer les choses, honnêtement. Mais non, pour moi, à partir du moment, et j'en ai encore aujourd'hui des personnes qui ne veulent plus parce que oui, le confinement pour ça nous a pas fait du bien, en tout cas pour les recruteurs de notre secteur, de se dire, ah bah oui, j'ai pris goût au fait qu'à 18h, je suis chez moi, que j'ai mes week-ends, etc. C'est vrai. En temps normal, c'est bien, mais c'est vrai que c'est pas fait pour les personnes qui aujourd'hui abordent le métier avec ce besoin-là, eh ben, je suis désolée, mais c'est des personnes qui vont avoir du mal à se faire leur place dans l'hôtellerie-restauration parce que l'hôtellerie-restauration, on travaille quand les autres s'amusent. On est là pour leur faire plaisir et les gens profitent essentiellement de ces prestations-là les week-ends, le soir. Et je pense que, mais c'est une vraie remise en question. Donc, c'est aussi aller séduire de fait comment solutionner ça. Donc, on a des étudiants que l'on peut embaucher en extra. Hein, ça fait des viviers d'extra. Donc, ça, c'est bien. En plus, ça leur fait un complément de formation, enfin, en tout cas, d'expérience terrain, qui peuvent aussi leur dévoiler des vocations. Donc ça, c'est très intéressant. Moi, j'en ai plein que derrière, j'arrive à embaucher en stage et puis au contact, effectivement, d'opérationnels, se rendre compte des choses. Donc ça peut être une niche, effectivement. Mais aujourd'hui, on est obligé d'ouvrir notre état d'esprit sur les profils attendus. Donc, comme des commis, pour être très clair, que ce soit en cuisine, alors en cuisine, c'est obligé d'être une formation à la base, hein, mais des commis de salle, ça n'existe plus, hein. Je veux dire, on en cherche tous. On cherche tous les mêmes talents. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher ce que je disais tout à l'heure, des aptitudes et du potentiel. Des gens qui vont avoir ce savoir-être, motivation et anglais. Le travail, c'est nous qui allons le faire derrière. Mais les règles ne changeront pas pour autant, hein. Ça sera travailler les week-ends. Ça sera travailler le soir. Pour certains, il peut exister des shifts de nuit, mais ça fait partie du jeu. Alors après, il va falloir trouver une balance avec une équilibre qualité de vie au travail. Donc là, il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. C'est très complexe tout ça, hein. Ce n'est pas que retrouver des talents, c'est structurel et c'est aussi des politiques internes d'entreprise, de savoir est-ce qu'on a les moyens ou pas de faire de la coupure, ça aussi. Tous les établissements n'ont pas les moyens de ne pas faire de coupure. Ça veut dire que derrière, il faut avoir des équipes suffisamment solides pour répondre aux besoins des clients.
Donc, voilà. Mais pour ne pas en faire, ça veut dire que c'est un établissement qui doit réussir. Voilà. Pour se permettre de ne pas faire trop pire. Donc, c'est le sujet du moment, disons. C'est une très bonne question. Oui, tout à fait. Le recrutement, alors oui, ça ne nous froisse pas, pas d'inquiétude. Ah non, pas du tout. Au contraire, ça nous challenge. C'est quand même super excitant parce que c'est dans des moments comme ça que l'on réfléchit à d'autres solutions. Parce qu'on avait un petit confort avant, on postait sur le Journal des Palaces, on avait une centaine de candidatures. Voilà, c'était plus simple à renommer de groupes, de nos marques. Et c'était tout. Aujourd'hui, on doit se poser des questions beaucoup plus profondes, hein, je dirais, même beaucoup plus sociologiques. Je remonte à mes études très anciennes et me dire, bon, quelles sont les valeurs, finalement, qu'est-ce que recherchent ces personnes qui veulent rentrer chez nous. Et la question du week-end s'est posée. La question également de travailler sur 4 jours, avoir 3 jours off s'est posée. La question finalement de travailler jusqu'à une certaine heure. Toutes ces questions-là font partie de notre quotidien. Et pour l'instant, la seule clé que l'on a, c'est de pouvoir avoir des équipes qui tournent avec différents critères d'équipe. Donc, et puis à trouver un équilibre. Donc certains auront leur week-end, d'autres non, certains vont travailler le soir, d'autres non, etc. Et faire tourner un petit peu les équipes. Et un peu plus loin, même l'intercontinental de Lyon, peut-être que vous avez vu le poste de Servan, ma collègue, donc des RH à Lyon, qui a dit, voilà, si vous êtes retraité, vous avez envie de travailler le week-end, venez chez nous, etc., etc. Donc en fait, on s'adapte aussi un petit peu plus aux personnes que l'on a en face de nous. Et on n'est plus dans ce conformisme aussi où c'est que des personnes qui viennent d'école, que des personnes qui ont un certain âge. Il y a d'autres personnes qui, par exemple des retraités, qui ont envie de travailler. Eh bien, ils viennent travailler le week-end dans les hôtels. Donc, ça se fait pas énormément, mais ça fait partie des solutions. Nous aussi, on est agile. On essaie de se montrer adaptable. Et après, il y a évidemment des solutions qui sont plus économiques que d'autres, comme arrêter la coupure, c'est exactement notre projet là de 2022 à l'Intercontinental, mais il faut, Vanessa l'a très bien dit, une équipe complète pour pouvoir le faire. Donc c'est notre laboratoire de recherche interne et on se demande, on se pose les mêmes questions et on essaye de s'adapter petit à petit pour pouvoir intégrer différents types de personnes, de personnalités et que chacun y trouve son compte. Voilà. Il y a aussi il y a beaucoup de profils étrangers qui veulent aussi nous rejoindre. Est-ce que les entreprises sont prêtes aussi à faire des démarches administratives? Parce que je ne parle pas des personnes ressortissantes de l'Union européenne, mais les personnes non ressortissantes de l'Union européenne, ce sont des dossiers avec l'OFII qui peuvent prendre un petit peu de temps et où l'entreprise paye des taxes aussi. Ça peut être aussi une solution parce qu'on a beaucoup d'étrangers qui sont présents en France et qui recherchent. Donc, est-ce que c'est aussi une politique interne d'entreprise de se dire est-ce que oui ou non, on y réfléchit? Parce qu'il y a des très bons talents à l'étranger qu'on peut intégrer dans nos équipes. Donc, c'est un autre canal, effectivement. Alors, Vanessa, la dernière fois qu'on s'est eu au téléphone, vous avez abordé la question de l'hyper-personnalisation depuis le Covid. Si je ne me trompe pas, voilà, il y a une forte concurrence accrue. Et c'est vrai que les clients agissent différemment depuis le Covid. Est-ce que vous pouvez nous dire davantage sur ce point ? Moi, ce que j'ai constaté, mais bon, après, ça, je pense que tout le monde le voit, hein, le côté Covid fait que les gens sont un peu à cran, hein, ils sont très frustrés, ils s'énervent une certaine nervosité ambiante et une impatience très forte. Donc, le client qui arrive, qui sort, il a envie de se faire plaisir, il ne veut surtout pas qu'il y ait un rouage, un grain de sable dans son rouage. Et quand on est dans un établissement, alors là, pour le coup, je parle comme pour le Ritz, là, on est vraiment dans le luxe détaillé, hein. Le client qui vient au Ritz Paris, il veut pas qu'on se rende compte de savoir qui il est ou ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, hein. C'est censé être acquis, hein. Les clients sont déjà une clientèle internationale.
principalement, très picky, donc comme on a tendance à dire dans le milieu, donc très tatillon. Donc le souci du détail est effectivement poussé jusqu'au bout, de savoir quelles sont leurs préférences, dans quelles circonstances ils sont là, ce qu'ils aiment pas, de façon à plus anticiper leurs besoins. Voilà, de façon à ce que quand ils arrivent, ils se sentent chez eux et qu'ils sont pris en main de A à Z et qu'on n'ait pas à se soucier, qu'ils n'aient pas à se soucier de quoi que ce soit. Donc, ça demande un vrai travail. Vous parliez d'agilité tout à l'heure, et ben on le rejoint aussi pour les collaborateurs, hein, un vrai travail d'empathie, d'écoute, d'observation, de ressenti, de façon à capter tout ça pour anticiper au mieux leurs besoins. Voilà. Parce qu'un client qui vient et qui va avoir une certaine prix, qui va payer, qui va mettre un certain montant dans une prestation, on se doit d'être irréprochable. Alors, le risque zéro n'existe pas. Mais effectivement, et quand on a affaire à une certaine population, le niveau d'exigence est très élevé et les demandes des clients ne sont pas forcément les plus simples non plus. Donc oui, il faut être agile et être patient. Mais ça s'est beaucoup renforcé avec le Covid, ça c'est sûr. Sarah, vous avez analysé la même chose? Oui, c'est vrai. J'ai envie de dire de tout temps. On le voit plus pendant le Covid, je pense, parce que nous aussi, on doit être un peu fatigués des on and off. Mais oui, de tout temps, le client recherche un parcours facile, voilà, avec une espèce de fluidité et une approche, oui, du sur-mesure. Hein, donc, plus que de l'hyper, comment dire, enfin, il faut limite être hypersensible avec le client, c'est sentir avant même que lui le sente qu'il a un besoin. Voilà, je rejoins totalement Vanessa sur ce point, hein, c'est sûr. C'est beaucoup d'authenticité. Voilà, le côté authentique est recherché, le côté vrai, voilà, parce que on est dans un environnement qui est quand même pas, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, voilà, quand on regarde les actualités, voilà, c'est pas très positif, hein, on est tout le temps en train de nous sortir des informations qui nous encouragent peu. Alors les gens, ils ont besoin de s'évader. Et puis de toute façon, nos métiers sont purement et reconnus mondialement français quand même, hein, l'hôtellerie-restauration. Hein. Donc on est le berceau mondial du savoir-vivre. Donc on est d'autant plus challengé. Challenge, oui, en effet, c'est vraiment, on est dans la bonne thématique, les métiers à challenge qui s'adaptent à la digitalisation ou non. Et dans ces cas-là, voilà, trouver des accords pour qu'on se comprenne tous, pour que cet écosystème, parce que je pense que voilà, j'appelle ça un écosystème, on puisse être totalement transparent sur les besoins et sur les besoins qui doivent être assouvis par rapport aux clients, mais aussi vos propres besoins, et que vous soyez éduqués et formés dignement pour le marché du travail. Est-ce que, mesdames, vous avez des choses à rajouter, des points dont on n'aurait pas abordé et que vous voudriez mettre en lumière? C'est vrai qu'on a plusieurs points actuels, notamment ce qu'on nous disait, le recrutement et aussi l'adéquation du digital et de notre secteur qui est encore assez conformiste. Je pense que le point le plus important, au-delà de ces nouveaux métiers du digital, c'est de ne pas oublier que de toute façon, l'humain est au centre de tout. Que même si on n'est pas digital native, comme on aime bien le dire, on a notre place dans ce secteur parce que avant tout, c'est un métier de cœur. Et donc, je pense que ça, c'est une vraie plus-value. Quand d'autres secteurs, oui, on parle de la tech, des startups qui font rêver, Google, etc. Je pense que nous, on a une plus-value, c'est vraiment ce côté humain que vous ne retrouverez pas justement dans d'autres secteurs. Cette passion, faire plaisir aux clients, voir ce sourire parce que vous lui avez fait vivre un moment spécial, au-delà de unique.
côtoyer aussi nos collègues au quotidien dans parfois des épisodes difficiles, par exemple une ouverture d'hôtel. Ça a quelque chose de très spécifique à notre secteur, vraiment. Oui, tout à fait. Je reprendrai ce que vous avez dit, l'agilité, l'adaptabilité qui font que ce sont des maîtres mots aujourd'hui. Il y a des métiers aussi qui sont peut-être amenés à disparaître pour le digital. Je vous en avais parlé également. On le voit dans beaucoup d'entreprises, alors pas propres à l'hôtellerie, mais c'est des nouveaux métiers de restauration. C'est les frigos connectés. Ça, c'est des choses qui arrivent, qui permettent aussi de libérer du temps pour certaines entreprises. Voilà, un côté pratique, un côté geste sanitaire, un côté choix d'autonomie. Voilà. Et puis, il y a aussi beaucoup d'hôtels qui ont été victimes de PSE où on a des services de cantine qui ont dû être remerciés ou qui en fait partie. Et ils ont dû mettre en place des solutions. Voilà, les frigos connectés, c'est aussi une nouvelle tendance qu'on voit aujourd'hui. On peut en débattre, hein, bien sûr. On aime ou on n'aime pas, mais ça fait partie d'émergence de nouveaux métiers parce qu'il y a des nouveaux métiers qui apparaissent aussi comme celui-ci, mais qui en font peut-être un peu disparaître d'autres derrière. Je vous rejoins, mesdames, parce que j'ai peu parlé de mon secteur d'activité, mais en effet, toute cette thématique est à la fois profonde, mais à la fois enrichissante. C'est comme dans tout domaine dans lequel on viendrait à travailler, la passion et l'engouement du service rendu et la satisfaction aussi de voir le client, même si il y a des clients qui trouveront voilà, que c'est indu, mais d'autres qui vous le feront ressentir et c'est ça qui apporte une telle satisfaction dans notre métier. Je pense particulièrement à des missions que j'ai eues, des clients qui exigeaient, par exemple, des cigares à une certaine heure. Il faut pouvoir le livrer au fin fond du bassin d'Arcachon à pas d'heure, ou même un client qui demande un gâteau sous forme de chouquette, sous forme de pinasse, quelque chose de pas du tout habituel. Et pourtant, quand on voit la satisfaction du client à la fin, merci beaucoup, on ne savait pas à qui s'adresser, grâce à vous, on a réussi, on a passé un agréable moment. C'est ce qui me donne tous les jours l'envie de me lever et de donner un service de qualité aux clients. Et c'est vrai que même si on vous l'apprend déjà ici à l'école, les recruteurs et le monde des ressources humaines vont rechercher ces qualités. On parle de métier, en effet, mais au-delà du métier, des fois, en fait, comme on l'a dit aussi en conférence, nos chemins viennent à changer. Auparavant, j'étais dans les systèmes d'information en tant que consultante, puis j'ai été entrepreneur, puis j'ai donné des cours de stratégie, corporate stratégie. La vie est faite d'expérimentation, et comme vous le disiez si bien, on peut être plongeur et décider de faire de la pâtisserie, et c'est ce qui est beau. Prenez plaisir dans ce que vous faites, et allez, n'ayez pas peur, parce que c'est en tombant qu'on peut se relever. C'est comme un enfant qui apprend à marcher, il faut le laisser tomber parce qu'après il arrive à avoir sa stabilité. Et c'est la beauté voilà, de ce hospitality management. Voilà. C'est gratifiant. Exactement. Est-ce que vous avez des questions peut-être? Alors moi j'en ai une. Alors, je sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Je suis super intéressée par ces problématiques de management parce qu'effectivement, alors déjà, je m'occupe de recrutement des étudiants à la thèse, donc voilà, on fait des admissions et on rencontre beaucoup de jeunes et je suis ça depuis un certain nombre d'années. Et est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'il y a un changement de paradigme et de société, parce qu'en dehors des problèmes de Covid, etc., et de chaque évolution des générations, moi je trouve que les jeunes auxquels je faisais des entretiens il y a 10 ans n'ont plus rien à voir avec ceux d'aujourd'hui, avec une vision du monde complètement différente et souvent par rapport à mon métier, avec une demande de sens. Moi, à mon époque, j'ai 50 ans, dans les premiers jobs, on n'était pas difficile, on faisait absolument tout ce qu'on nous demandait, c'était vraiment, on n'osait rien dire. Et je vois bien l'évolution, même par rapport à mon assistante, les gens qui travaillent pour vous. Et voilà, est-ce que vous ne croyez pas qu'aussi, en dehors de tout ça, on n'est pas dans un changement total voilà, de paradigme avec aujourd'hui une jeunesse qui est complètement différente de ce qu'on a pu connaître et donc avec
auxquels il faudra proposer des métiers. Enfin, ça peut être le même métier, mais avec une approche différente. Si fondamentalement, chaque génération a ses propres valeurs, que ce soit X, Y, Z, fondamentalement, il y a des changements. Des changements pour le bien, des changements qui vont passer, comme la tectonique, où ça a duré quelques mois. Enfin, il y a des changements qui vont orienter les tendances de nos sociétés, avec, vous l'avez très bien dit, une recherche de sens. Donc ça, on le voit partout. Chaque personne qui rentre en entreprise, peu importe son âge, finalement a besoin de sens. Et effectivement, les plus jeunes générations aujourd'hui ne prendraient pas n'importe quel job, si je puis dire, avec n'importe quel salaire ou n'importe quel rythme de travail. Parce que aujourd'hui, eh bien, les plus jeunes recherchent un équilibre en dehors de leur travail. Également, il y a une volonté aussi d'être compris, des discussions, beaucoup de communication, de l'empathie. Ça, c'est très symbolique sur les dernières générations que l'on peut voir. Et oui, c'est à nous de nous adapter. Je pense que c'est au monde de l'entreprise de s'adapter. Et on s'adapte aux différentes personnes que l'on a en face de nous. Ça, c'est notre responsabilité. Maintenant, entre les plus anciens qui apportent parfois de l'expérience, donc qui vont essayer d'enlever ce côté peut-être émotif et rassurer quelqu'un qui rentre dans une entreprise qui est moins rassuré, et un jeune qui se dit, bon, moi je recherche du sens, etc. Il y a parfois un bel accord, une belle adéquation. On a besoin de personnes qui ont 50 ans, de personnes qui ont 20 ans, 30 ans. On a besoin de tout type de personnes pour faire une société. Et heureusement, parce que c'est ensemble que l'on trouve des solutions. Et plus c'est varié, plus on arrive à trouver de belles solutions qui font avancer l'entreprise. Concrètement, ce que nous a dit notre conférencière, pardon, je voilà, Madame Rouen, c'est ça, c'est une entreprise qui favorise l'inclusion est beaucoup plus performante qu'une entreprise qui favorise l'entre-soi, même si on ne le favorise vraiment jamais, mais ça arrive, l'entre-soi ne mène pas à grand-chose. Moi, personnellement, je trouve ça très bien en fait, que nous évoluer et échanger et qu'on remette l'humain au centre, au cœur de l'entreprise. Parce qu'en France, il y a encore énormément de travail, pas forcément dans le TLP, où justement on est directement à ça, mais dans des grosses entreprises. Voilà, et je trouve ça super positif de voir ces jeunes, même si parfois ça peut effectivement être mal perçu par les générations plus anciennes. Comme ça, c'était tout à l'heure, la personne qui disait qu'effectivement il y avait 50% dans les entreprises, il y a 50% de personnes de 50 ans ou de la cinquantaine, je crois, ou 40. J'ai trouvé ça énorme. Donc, je ne sais pas si ça pose vraiment problème ou comment les jeunes sont perçus. C'est vrai que parfois, on peut être surpris en disant tiens, bon, ok. Mais en même temps, ça donne aussi, moi, ça me donne aussi envie d'être vraiment du sens dans mon travail. Enfin, c'est inspirant quand même. C'est inspirant, tout à fait. Oui, il faut trouver les bons canaux de communication, je pense. Je ne sais pas si Vanessa. Parfois, il faut traduire. Je n'ai pas très bien entendu. Est-ce que vous pouvez... Bon, tout simplement que la nouvelle génération n'a plus les mêmes attentes, n'a plus autant les mêmes attentes qu'il y a quelques années. Et c'est vrai, ils sont en quête de sens aujourd'hui dans le métier qu'ils vont faire. Alors c'est à la fois une bonne chose pour madame qui posait la question, mais en même temps, comment nous, on essaie de s'adapter à cette situation, parce que en effet, on est sur un monde assez... qui marche, qui fonctionne sous des règles, comment on arrive à donner du sens à des métiers qui sont les mêmes depuis plusieurs années, et comment embellir en fait cet aspect. C'est vrai que c'est le sujet qu'on a au quotidien. Ces nouvelles générations veulent aller vite. Ils viennent d'une société de consommation où effectivement on le voit, hein, tous les 6 mois il y a un nouvel iPhone qui sort, tous les 6 mois il y a une nouveauté, donc il faut être au fait, il faut l'avoir. Et puis donc si tous les 6 mois j'ai pas ma promotion, ben, je m'en vais. Voilà, on est dans une société qui va vite. Donc, effectivement, il faut s'adapter, mais il ne faut pas oublier les fondamentaux. Il ne faut pas oublier derrière qu'il y a des objectifs. Il y a une entreprise, il y a une rentabilité, il y a une expérience client. Donc, jusqu'où on est prêt à être
plus flexible peut-être pour monter en compétences, être plus tolérant parce qu'avant on était peut-être trop strict sur certaines montées en compétences et faire un lâcher prise sur certaines choses. On est obligé de le faire parce que sinon personne n'avance. C'est-à-dire que les jeunes générations vont pas trouver leur place et nous on va trouver personne. Donc il y a un juste milieu à trouver, mais c'est pas toujours simple. Moi, je parlais donc avec cette personne de Novatel qui me disait, c'est vrai qu'il faut donc, on a abordé les différents points, on a dit polyvalence, peut-être essayer de voir, donner un peu plus de sens, comme vous disiez si bien, au métier, mais aussi peut-être pour l'aspect ressources humaines, avoir un suivi, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, on est sur cette génération qui cherche à évoluer très vite, comme vous le soulignez, Vanessa, faire un suivi peut-être un peu plus régulier pour essayer que ces personnes atteignent des métiers ou des objectifs qu'ils voudraient afin que voilà, tout le monde soit satisfait et qu'ils ne perdent pas en vue que voilà, même si la vie avance très vite et comme vous le disiez, l'iPhone, le prochain iPhone va sortir dans 6 mois, au niveau du métier, en fait, le cycle est permanent et on revient toujours sur les mêmes bases. Donc il faut avoir cette rigueur et cette conscience d'esprit importante pour ce genre de métier. Autre question? Tout a été clair? Oui. Juste faire un petit retour d'expérience par aussi, évidemment, la conférencière tout à l'heure a présenté des sujets pour notre faciliter notre compréhension qui étaient quelquefois un peu radicales, bien sûr. Il y a quand même des signes en hôtellerie aujourd'hui qui arrivent et qui sont intéressants pour chacun d'entre nous. Il y a cette notion sur certaines marques de mobilité, c'est-à-dire qu'effectivement, ce poste statique de réceptionniste l'est de moins en moins, puisqu'on a, à travers ces outils de mobilité qui sont de cette taille-là, permettent effectivement de ne plus être un réceptionniste sur une posture statique, mais d'être un animateur d'un espace, voire d'un centre de profit, bien sûr, parce que du coup, on est tous conscients qu'on est dans une entreprise. Donc c'est vrai qu'il y a dans ces nouveaux outils, il y a aussi la valorisation et la prise de sens. Évidemment, la jeune personne qui vient, qui a envie de faire quelque chose, cette posture statique qu'a connue la génération présente, elle se retrouve là, à accueillir le client de façon complètement différente en fonction évidemment de la nature du client qui arrive, mais de la période qui c'est un week-end ou si c'est en semaine. Donc il y a des choses qui sont assez intéressantes dans l'évolution de ces outils. Un autre exemple, c'est on parlait de la bagagerie, par exemple, qui est traditionnellement un espace qui est un peu mort. Et cet espace un peu mort, aujourd'hui, grâce à des outils aussi digitaux, peuvent être mis à disposition. Alors évidemment, ça concerne des grandes villes. Paris est un bon exemple, bien sûr, où au lieu de se promener avec sa valise toute la journée, parce qu'on a 2-3 rendez-vous, finalement, on peut la déposer dans un hôtel à proximité de sa gare et la récupérer le soir en rentrant. Donc la bagagerie devient un espace disponible pour la clientèle extérieure, qui était inconcevable il n'y a encore pas si longtemps, et grâce effectivement à des outils. Donc des exemples, on a exactement la même chose avec les salles de sport. Effectivement, il y a des femmes qui sont plus ou moins agréables dans des salles de sport qui sont très occupées, et en revanche, évidemment, on sait tous que nos salles de fitness ne sont pas occupées la journée, donc permettre sur la zone primaire à des gens de pouvoir profiter de ces espaces-là, qui sont traditionnellement destinés aux clients hébergés, et qui là, du coup, peuvent être destinés à la... Donc c'est vrai qu'il y a des vraies évolutions qui sont peut-être moins brutales que celles qu'on a vues tout à l'heure, mais qui commencent à rentrer petit à petit dans nos entreprises et qui permettent effectivement d'avoir ces notions de percevoir et qui apportent un vrai changement évidemment pour les jeunes gens qui arrivent demain dans nos entreprises. Oui, complètement. Complètement. En fait, vous avez mis le doigt dessus, c'est-à-dire que ça dépend où vous vous trouvez. Quel type d'hôtellerie aussi vous aimez, quelle marque pour laquelle vous voulez travailler. Il y a des marques qui vont toucher un public particulier, donc avec justement pousser à l'extrême le digital, plus de concierge, un check-in complètement digitalisé aussi. C'est des positionnements aussi de certaines marques. Il y a aussi la régionalité. Par exemple, moi je suis à l'Intercontinental Bordeaux. Enfin, il y a une tradition, il y a un symbole. On a du mal à avoir à l'Intercontinental Bordeaux un robot qui vous accueille ou un check-in complètement digital parce que ça ne correspond pas à notre marque. Voilà, il y a une culture derrière aussi, il y a une transmission de valeurs derrière aussi, et c'est important aussi que
Chaque étudiant qui va vers une marque ou vers un hôtel, il faut que ce soit en adéquation avec ses propres valeurs, avec ce qu'il va rechercher. Si on recherche la Silicon Valley, c'est sûr qu'on aura un peu des difficultés à aller voilà, dans un hôtel très traditionnel. Voilà, si on recherche de la domotique dans toutes les chambres, parce que c'est ce qui nous attire, et bien évidemment, il y a des établissements qui seront un peu plus poussés sur cette nouvelle technologie. Donc tout à fait, il y a cette définition aussi qui est liée à l'environnement et à la régionalité, et ce sont des choix aussi des propriétaires. Vous avez la patte des propriétaires, vous avez la patte des différentes marques. Ils font des choix aussi pour leurs différentes marques, leurs différents établissements. Donc un hôtel à Paris ne sera pas un hôtel à Bordeaux, ne sera pas un hôtel, je ne sais pas, à Aix ou à New York. Voilà. Je ne suis pas sûre qu'au Waldorf Astoria à New York, ils aient envie de complètement digitaliser leurs services, quand bien même ils pourraient le faire, par exemple. Mais on y vient, petit à petit. Est-ce que Vanessa, vous avez entendu la question? Oui, je vois un peu le sujet, la digitalisation, moi, sur enfin la robotisation de certains services, comme la e-conciergerie, comme vous parliez là. C'est un métier que je ne peux pas du tout envisager, moi, dans l'établissement dans lequel on est, parce que notre positionnement, quand on prône l'hyper-personnalisation, en plus, le métier clé d'or, il n'y a pas plus hôtelier qu'un clé d'or. Donc, je me verrais pas enfin, on ne se verrait pas le digitaliser. Maintenant, il y a peut-être des choses qui peuvent venir en support, certainement. Je ne sais pas lesquelles, mais certainement en support. Mais pour le coup, je pense que la robotisation dans l'hôtellerie de luxe a ses limites, je pense, à certains endroits. Sur le back-office, ça peut être très utile, certainement, mais en termes de côté front-office, ça aura ses limites. Alors ça c'est vrai, je pense notamment, on m'avait donné un exemple, je ne sais pas si ça peut, vous le mettez déjà en place ou pas, c'est vrai que vous êtes sur des établissements de renom. Donc encore une fois, il faut faire toujours attention, c'est la preuve de stratégie qui parle, au positionnement sur lequel, comme vous l'avez si bien souligné, la cible, il faut faire attention à tous ces paramètres en fonction de l'établissement pour lequel vous travaillez. Mais en effet, je sais que, comme vous le disiez, Vanessa, ça peut être en support, c'est-à-dire pas forcément aux yeux des clients, mais apporter une valeur ajoutée, à la fois un soulagement pour les employés, mais aussi ça leur permettrait de se focaliser sur des tâches où ils passent moins de temps. Et ça peut être intéressant. Je vois par exemple les femmes de chambre, on m'avait soumis l'idée de robots qui récupèrent, en tout cas dans certains hôtels, c'est difficile, soit il n'y a pas de trappe pour emmener le linge jusqu'au sous-sol, soit c'est une personne qui monte, qui descend. Peut-être avoir un robot qui récupère le tout, bon après c'est un certain coût, mais en effet, en support, ça peut être des points intéressants à développer, plus qu'en vrai métier de digitalisation. Et juste pour souligner une dernière chose, c'est vrai que de mon expérience passée, j'avais travaillé pour Airbus et l'objectif c'était pour que le groupe Airbus puisse communiquer sur une plateforme commune. Le but c'était d'avoir un SAV adapté pour tous les clients, tous les employés. Et en effet, les gens discutaient sur cette plateforme. Et si je reviens à repenser à cette solution, si on avait automatiser cette partie-là, ça aurait été une catastrophe pour l'entreprise. À la fois, les employeurs ne se seraient pas sentis valorisés, ils se seraient dit, bon voilà, c'est un budget colossal pour peu de retours, mais en même temps, le fait d'avoir des humains derrière ce service SAV FAQ, ça a permis à ce que les employeurs soient contents et on puisse répondre à leurs attentes. Donc, tout ça pour dire que l'authenticité de l'humain fait considérablement la différence, mais en effet, avoir des outils comme Internet, des plateformes révolutionnaires, ou comme le disait si bien monsieur, des systèmes pour récupérer les bagages en dehors de l'hôtel, c'est des éléments support, mais qui ne viennent pas à changer considérablement le métier de base. Est-ce qu'on est bien d'accord, mesdames?
Il y a des choses qui peuvent alléger les missions, hein, ça c'est sûr. Hein. On peut imaginer aussi des chariots électriques pour les bagages dans les trolleys. Là, Oui. par exemple, où vous savez, pareil, comment ça s'appelle, les tablettes des room service qui sont très lourdes pour certaines quand vous portez de la porcelaine, etc. Quand il faut les lever pour faire passer les seuils de porte, etc. Ça aussi, ça peut peut-être être repensé. Et parce qu'après, ça a un impact aussi sur l'aspect. Alors là, c'est très RH, hein, mais sur l'aspect. Mais sur l'aspect physique, après, ça peut déclencher après des troubles musculo-squelettiques, etc., qui font que, bon, bah voilà, à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'ergonomie de ces postes-là? Donc là, effectivement, peut-être que la robotisation peut avoir sa place. Est-ce que vous avez d'autres questions? D'autres points à souligner, monsieur? Est-ce que la digitalisation dans vos établissements ont impacté les postes de manager? Yield de manager. Yield. J'ai pas entendu. Est-ce que je répète, est-ce que la digitalisation a impacté les postes de yield manager, tout ce qui est en lien avec le revenu management? Est-ce que ça a impacté? C'est une bonne question. Moi, j'aurais tendance à dire Positivement pour nous. Oui. Mais, Oui, forcément. oui. D'une manière positive parce qu'on arrive à avoir des éléments plus précis sur les tendances pour justement avoir ces prévisionnels. Maintenant, la crise a eu un impact compliqué pour le yield parce que c'est difficile de voir demain, difficile de savoir quelle tendance on aura, quel taux d'occupation on aura. Par exemple, bon, pour le Bordeaux, l'Intercontinental, pardon, le Grand Hôtel, on a eu un effet de rattrapage au mois d'octobre avec le meilleur chiffre en banquet historique. Donc voilà, il y a des choses que l'on ne peut pas prévoir, mais le digital, on va dire, a permis de préciser certaines tendances ou d'avoir des informations plus rapidement pour avoir un prévisionnel un peu plus précis. C'est inévitable de toute façon aujourd'hui. Il faut être présent sur tous les canaux digitaux par rapport au benchmark que l'on fait par rapport à nos concurrents. Donc, effectivement, ça nous permet d'optimiser nos taux d'occupation et les prix pratiqués. Mais comme vous, on a connu un retour d'activité plutôt conséquent. L'activité bancaire également. Autre question? Autre point à soulever, peut-être? Non? Ben écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde. Je voulais remercier mes guests Vanessa Muller, mais également Sarah Edgar. C'était un plaisir d'échanger avec vous sur cette thématique et j'espère qu'il y en aura d'autres sur ce sujet. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, on est à votre disposition pour vous aider à implémenter aussi de nouvelles choses pour que ce soit plus agréable pour vous et votre organisme. Merci à vous et à bientôt. Merci, au revoir.